Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho. Au sommaire de cette émission, cuivre, cobalt, lithium, utilisés pour produire les batteries des véhicules électriques ou des téléphones portables, ces minerais stratégiques n'ont jamais été autant prisés. Dans sa course à la neutralité carbone, l'Europe entend réduire sa dépendance à la Chine. En novembre dernier, le Parlement et le Conseil de l'Union ont adopté un règlement sur les matériaux critiques. Va-t-on vers un renouveau minier en Europe? Quels sont les principaux obstacles? On en parle dans un instant. L'UE entend sécuriser ses approvisionnements tout en développant un modèle minier plus propre, plus respectueux des droits sociaux. Est-ce compatible? Comment créer des filières moins polluantes? Comment diminuer les impacts environnementaux et sociaux de la production de métaux critiques? Enfin, dans la ruée vers les minerais critiques, les mines africaines attisent toutes les convoitises. Cette année, les annonces d'investissement se sont multipliées. La Chine, bien sûr, mais aussi les États-Unis qui prévoient d'investir près de 250 millions de dollars pour développer le corridor de Lobito en Angola et les connexions avec des mines de cuivre en Zambie et en République démocratique du Congo. Faut-il y voir une opportunité pour le continent et ses habitants? Analyse à suivre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, en charge de la politique du commerce et rapporteure du groupe de travail sur les relations UE-Chine. Bonjour. Bonjour à vous. Aroni Chaudhury, économiste chez COFAS pour le continent africain. Bonjour. Christophe Poinceau, directeur général délégué et directeur scientifique du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Bonjour. Bonjour à vous. Et depuis la Côte d'Ivoire, Jean-Claude Diplot, président du groupement des professionnels des mines de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Avec la transition énergétique et numérique, les besoins en minerais critiques explosent. Rien que pour le cuivre, la demande mondiale devrait doubler, voire tripler d'ici 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie. Je vous propose d'écouter son directeur exécutif. Le risque, c'est que cette transition énergétique rapide va dépendre de la disponibilité des métaux critiques en quantité suffisante, au bon moment et à un prix abordable. Pour réduire sa dépendance à la Chine ou à la Russie, l'UE entend diversifier ses approvisionnements et rebâtir une industrie minière. En novembre, elle s'est dotée d'un règlement objectif d'ici 2030, extraire sur son territoire 10% de sa consommation annuelle, 40% de la consommation devra être transformée dans l'UE et 25% des matières premières critiques devront être recyclées. Christophe Poinceau, première question concernant ces fameux minerais critiques. L'Europe dispose-t-elle de réserves en quantité suffisante? C'est une bonne question, effectivement, et c'est une question qu'on essaie collectivement d'adresser à l'heure actuelle, parce que dans un certain nombre de pays européens, à commencer par le nôtre, par la France, les activités minières ont été arrêtées depuis maintenant pas mal de temps, et en particulier celles qui sont en amont, donc la prospection, et on ne connaît pas bien aujourd'hui nos ressources. Et donc c'est pour ça en particulier qu'en France a été lancé un nouvel inventaire national des ressources minérales qui doit permettre d'identifier quelles sont les ressources qui sont présentes, quelles sont celles qui pourraient être intéressantes d'aller exploiter d'un point de vue environnemental, économique, sociétal, et donc à partir de là de pouvoir évidemment développer potentiellement une politique ambitieuse pour sécuriser des approvisionnements et donc pouvoir répondre aux besoins de la transition énergétique. Alors on l'imagine, rouvrir des mines ne se fera pas en un jour. Combien de temps il faut entre cette phase d'exploration et d'exploitation? Alors c'est effectivement un point important. On est en train de travailler pour nos enfants principalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mentionniez l'Agence internationale de l'énergie. Effectivement, elle a montré que le temps moyen qu'il fallait à l'échelle mondiale pour ouvrir une mine, c'était une quinzaine d'années. 15 ans, c'est le moment qui s'écoule entre quand vous commencez à regarder, à chercher dans un territoire, et le moment où vous extrayez les premières tonnes de minerais. Alors c'est un temps à la fois, je dirais, de scientifique, d'exploration, c'est aussi beaucoup un temps réglementaire, il faut constituer des dossiers, c'est un temps aussi de débat public, d'enquête quant à l'acceptabilité d'un tel projet. Et donc effectivement, il est important aujourd'hui qu'on prenne en main cette ambition, ces projets, cette exploration pour pouvoir être en mesure, à l'horizon 2040, de répondre aux besoins qui se feront jour à ce moment-là. C'est-à-dire que l'objectif de 10% d'exploitation sur le territoire européen est intenable? Non, parce que heureusement, on a déjà des projets qui sont dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression. Il y en a un d'ailleurs qui est
bien connu en France parce qu'on a un débat public à l'heure actuelle qui est un projet de mine de lithium dans l'Allier sur le site des Chassières. Qui fait débat. qui fait débat. On est au milieu du débat, sauf que celui-ci est interrompu le temps des élections, mais il reprendra dès le 9 juillet. Et effectivement, on a déjà, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, des projets qui soit sont en phase de développement, soit on a aussi, ne l'oublions pas, des mines qui fonctionnent déjà dans un certain nombre de pays. Je pense en particulier un cas que je tiens à citer parce qu'il me paraît particulièrement intéressant. En Europe du Nord, en Finlande, en Suède, qui sont des pays qui ont une longue tradition démocratique, de démocratie vivante, qui ont aussi une sensibilité environnementale qui est forte. Et malgré tout, dans ces pays, on a des activités minières qui existent, qui ont toujours existé, qui se développent. Qui ne se sont pas arrêtées, contrairement à la France. Et qui montrent que finalement, en fait, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire, mine et respect de l'environnement et co-construction sociétale ne sont pas forcément des sujets qui s'opposent. On y viendra dans un instant. Elvire Fabry, l'Union européenne est moins bien dotée que d'autres parties du monde. Depuis des décennies, le vieux continent, on l'a dit, a fermé des mines et a délocalisé sa production. Ces objectifs qualifiés d'ambitieux sont-ils réalistes ? Alors c'est vrai que quand dans les années 90, les Européens ont transféré toutes ces activités déjà extraction, mais surtout de raffinage vers la Chine, ils n'étaient pas les seuls. Les États-Unis, le Japon, tout le reste du monde a fait la même chose. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de ressources, il y a davantage de ressources disponibles déjà aux États-Unis. Et de toute façon, la priorité des Européens à court terme, puisque vous venez de le dire, en termes de capacité d'ouverture de nouvelles mines, ça va prendre du temps, c'est d'abord un objectif de diversification. Donc c'est d'abord essayer de voir les nouveaux partenariats qui peuvent être négociés à travers le monde. Mais le fait de fixer ce calendrier justement sur un délai très court, 2030, est-ce que c'est de nature à inciter des entreprises à investir dans ce secteur ? C'est déjà, un objectif politique, si je puis dire, et une indication pour les entreprises qu'elles ont intérêt à investir, qu'elles peuvent investir, qu'il y aura une certaine constance dans la politique qui est mise en place, parce que ça s'intègre vraiment au cœur du projet de transition verte de l'Union européenne. Maintenant, c'est quand même un secteur d'investissement qui n'est pas évident pour les entreprises européennes, parce qu'il faut qu'elles soient suffisamment concurrentielles par rapport aux importations, notamment aux importations chinoises, pour que les entreprises se tournent vers elles et que ça ne leur coûte pas beaucoup plus cher. Alors en France, les initiatives se sont multipliées ces derniers temps pour garantir les approvisionnements en métaux critiques. Le gouvernement souhaite simplifier le code minier pour accélérer l'exploitation du sous-sol. Il a présenté son projet de réforme de ce code à la fin du mois d'avril. Regardez le reportage de nos confrères de France 2. Et si l'un des atouts pour accélérer la transition écologique se trouvait sous nos pieds ? Le lithium pour fabriquer les batteries de nos voitures électriques. Le cuivre pour les éoliennes et les panneaux solaires. En Alsace, sous ces champs, il y aurait suffisamment de lithium pour fabriquer chaque année 250 000 batteries. Plusieurs sociétés souhaitent l'extraire, mais certains riverains craignent que tous ces forages fragilisent le sous-sol. Quand il y aura 15 centrales ici dans un rayon de 25 km, qui nous dit qu'il n'y aura pas d'accident ? Tout le monde veut gagner de l'argent, mais tout le monde se fiche un peu des avis de la population. Des craintes renforcées par les annonces du gouvernement qui souhaite simplifier le code minier pour accélérer l'exploitation du sous-sol. Il propose de raccourcir les délais d'instruction des permis de recherche pour les mines et la géothermie, 6 à 9 mois au lieu de 17 en moyenne aujourd'hui. Comment garantir le respect de l'environnement dans ces conditions ? Les professionnels du secteur se veulent rassurants. Comme on a tous dans ce pays une haute exigence environnementale sur les projets industriels et que l'administration va mettre ce qu'il faut pour que ces processus soient encadrés, on va faire ça dans de meilleures conditions. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour la planète, une bonne nouvelle pour l'emploi, une bonne nouvelle pour l'industrie. Selon le gouvernement, produire en France serait plus vertueux, un argument auquel souscrivent les associations environnementales qui restent méfiantes face à l'accélération des procédures. Quand on nous annonce de la simplification ou de l'accélération des procédures, on perd en qualité de prise en compte de l'environnement et de la vie des citoyens. Cela étant dit, c'est une bonne idée à partir du moment où ça permet de diminuer l'impact de l'exploitation de mines à l'étranger, qui serait faite de manière sale pour l'environnement. Christophe Poinceau, sécuriser ces approvisionnements, oui, mais aussi convaincre les populations locales, ça n'est pas gagné, on l'a vu dans ce reportage. Effectivement, je crois que la mine n'a pas bonne presse, soyons clairs, dans notre pays.
Et pour cause peut-être, on pense, on a des... Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais ce qui me paraît important, c'est rappeler que les activités minières qu'on a connues en France sont des activités minières qui se sont déroulées, je dirais, beaucoup au 19e et pendant une grande partie du 20e siècle, à une période où on n'avait pas le même souci environnemental que celui qu'on a aujourd'hui. Mais sans même aller aussi loin que le 19e siècle, on peut penser à cette mine dans les Cévennes qui a fermé ses portes il y a une cinquantaine d'années et qui, aujourd'hui, la pollution se fait encore ressentir sur les populations locales avec des terres fortement polluées aux métaux lourds. Oui, mais justement, ce qui me paraît important, c'est de bien rappeler que les activités minières qu'on cherche à développer en France et en Europe, parce que l'Europe est très, je dirais, moteur sur ces sujets-là, c'est des activités minières qui sont différentes de ce qu'on a pu faire dans le passé, y compris il y a de ça quelques décennies, et dans lequel on va vraiment chercher à minimiser l'impact environnemental, à co-construire les projets avec les populations locales, ce qui veut dire d'accepter aussi d'intégrer, je dirais, les recommandations, entre guillemets, ou les suggestions que ces populations pourront faire. Et le fait de raccourcir les délais d'instruction, comme souhaite le faire le gouvernement, est-ce que ça va dans le bon sens pour justement un dialogue avec les populations locales ? Je pense qu'il faut bien avoir en tête que dans les délais d'instruction, il y a deux types de délais. Il y a des délais administratifs, qui sont ceux que le gouvernement veut raccourcir, donc l'instruction des dossiers par les services de l'État. Et puis, il y a des délais qui sont liés au débat public et qui, autant que je sache, ne sont pas touchés à ce stade par la volonté d'accélérer. Donc on préserve bien cet espace de dialogue qui est fondamental. Et accélérer les délais administratifs, c'est une bonne chose pour des investisseurs ? Plus un projet est long, plus il coûtera cher. On a des spécialistes qui pourront nous l'expliquer beaucoup mieux que je ne le ferai. Et donc oui, c'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que ce qui va freiner la transition énergétique, et je crois qu'on est tous sensibilisés sur ces enjeux climatiques, c'est la disponibilité des ressources. Donc plus on sera long, plus on ralentira la transition énergétique, plus on aura un problème sur le climat. Alors rebâtir, vous l'avez dit, une filière minière en Europe, eh bien ça coûte cher. Je me tourne vers mes deux économistes sur le plateau. De quels moyens financiers s'est dotée l'Europe spécifiquement pour redévelopper ce secteur ? Alors déjà, au lendemain du début de la guerre en Ukraine, il y a eu une réorientation des budgets disponibles dans l'Union européenne et tout le plan de financement REPowerEU a été orienté vers l'accélération de la transition verte. Parce qu'au cœur de toute cette stratégie, il y a une préoccupation de sécurité énergétique. Et là, en l'occurrence, c'était pour ne plus dépendre du gaz russe. Voilà, c'est qu'il faut accélérer absolument toutes les infrastructures de technologie verte à travers toute l'Europe. Et les efforts qui sont faits aussi pour la réduction de ce temps de procédure administrative, c'est dans toute l'Europe, c'est pas qu'en France. Donc c'est vraiment une mesure générale. Maintenant, il y a un fonds de financement aussi qui a été discuté et qui devait être exactement centré sur l'innovation en matière de technologie verte et qui s'appelle STEP et qui n'a été doté que 1,5 milliard d'euros, ce qui n'est pas suffisant. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont à la fois multipliées à l'échelon national pour aller chercher le financement privé, parce que les financements publics doivent permettre de lever davantage de financements privés. Et c'est le cas notamment en France, dans le cadre du programme France 2030. Le plan de relance post-Covid. Absolument. Et plan de relance de réindustrialisation, on peut dire de la France. Il y a une initiative spécifique qui concerne justement tous ces projets d'extraction et de raffinage en France, avec un financement supplémentaire qui a été alloué. Aroni Chaudhury. Oui, en fait, je voulais juste peut-être rajouter par rapport au financement de la transition énergétique dans le temps long. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'AIE. Si on prend les scénarios net zéro à l'horizon 2050, à l'heure actuelle, d'après les estimations, il manque encore à peu près 2,5 trillions de dollars par an en investissement dans les énergies vertes. Sur les 10 prochaines années, c'est à peu près 25 trillions de dollars qui manquent, donc c'est l'encours de la dette négociable américaine, donc c'est énormément encore. D'où la nécessité d'avoir accès au financement et de mettre en place des plans de financement. Et dans cette course aux minerais stratégiques, on sait que la Chine, en plus, a une longueur d'avance dans la mesure où elle contrôle l'ensemble de la chaîne d'extraction, de transformation. Ça ne va pas être facile de rattraper son retard. Elle a non seulement beaucoup investi dans les mines à travers le monde, mais c'est surtout le maillon du raffinage, la transformation qu'elle maîtrise parfaitement, très largement, voire parfois elle est en position de monopole pour certains minerais. Pour beaucoup, oui. Et il y a un enjeu de compétitivité, mais il y a surtout un risque de coercition économique aujourd'hui qui est beaucoup plus fort dans un contexte de tension commerciale,
avec une Chine qui notamment sur les voitures électriques. Sur les voitures. Alors là, on parle particulièrement ces jours-ci des véhicules électriques, mais la Chine a déjà mis en place des contrôles sur certains minerais, le gallium, le germanium, le graphite, mais d'autres composants stratégiques également. Et elle sait très bien qu'elle a un levier qu'elle peut utiliser, parce qu'on est très dépendant, et qu'elle maîtrise aujourd'hui elle-même l'ensemble de la chaîne de valeur pour certaines technologies. Nous aurons beaucoup de mal à récupérer notre retard, notamment pour ces premiers maillons de la chaîne de valeur, s'il n'y a pas une véritable mobilisation au niveau européen. Et encore une fois, avec un enjeu de sécurité économique à garantir. Une raison de plus pour multiplier ces sources d'approvisionnement. Quels en sont, où en est-on de ces accords signés avec d'autres pays tiers ? Alors, c'était déjà un des objectifs particuliers de l'accord qui a été signé avec le Chili récemment. Il y a un accord ad hoc qui a été aussi signé avec le Canada, en plus de l'accord bilatéral qu'on avait signé en 2017, qui est concentré sur les minerais critiques. La négociation qui est menée avec l'Australie présenterait un intérêt particulier, et on n'en a pas assez parlé lors des discussions sur le Mercosur. Le Brésil et l'Argentine ont des ressources qui pourraient intéresser véritablement les Européens, et qui aujourd'hui sont de plus en plus exploitées, notamment par des investissements chinois. Donc il y a de plus en plus d'accords commerciaux qui ciblent ces enjeux, et notamment des accords ad hoc avec le Kazakhstan, avec la Namibie, pour pouvoir en tout cas garantir des conditions d'exploitation plus favorables. Christophe Poinçot, je voyais réagir. Oui, je voulais juste réagir sur 2 points, parce que je crois que c'est vraiment important ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, d'une part, résumer le débat à la mine. C'est bien la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble qui est important. On peut maîtriser les mines, mais si on ne transforme pas le minerai derrière, ça ne sert à rien. Et la Chine, aujourd'hui, sa place dominante, c'est vraiment sur cette étape de transformation. Donc quand on dit regagner en souveraineté, c'est accepter de réouvrir des mines, c'est aussi accepter de réouvrir des usines. Et puis deuxième chose, quoi qu'on fasse, on n'aura pas de toute façon toutes nos ressources sur le territoire français ou européen. Donc il faut des accords de partenariat. Et effectivement, non seulement il y a des démarches françaises, mais aussi européennes pour nouer des partenariats vraiment dédiés aux ressources minérales avec le Kazakhstan, avec la République démocratique du Congo, avec, vous avez cité, le Canada, l'Australie, etc. Et il y a vraiment une démarche proactive qui a été mise en place du côté de la diplomatie et qui est nouvelle. On peut imaginer que les pays occidentaux vont très vite se retrouver en concurrence dans cette course aux minerais stratégiques. Dans ces pays-là, on retrouve tout le monde, on est d'accord. Je voulais juste réagir par rapport à ça, peut-être un peu parler aussi de l'amont de la chaîne de valeur. En ce qui concerne l'approvisionnement des minéraux critiques sous leur forme brute, en fait, sur le continent africain, par exemple, la Chine est présente depuis le début des années 2000 par son go-out policy, par les investissements massifs qu'elle a fait, qui étaient en grande partie pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Alors à l'époque, ce n'étaient pas les matières premières qui étaient nécessaires à la transition énergétique, mais ceux qui étaient nécessaires pour stimuler l'appareil productif chinois. Mais leur présence à l'heure actuelle sur le continent africain leur donne aussi un avantage, puisqu'ils sont fortement implantés dans le secteur minier, ils sont fortement implantés dans le contrôle des infrastructures, des actifs stratégiques. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un acteur majeur et qui est difficile à concurrencer à l'heure actuelle, je pense, pour la plupart des pays occidentaux. Jean-Claude Diplo, je vois que vous vouliez réagir. Sur le sujet, je pense qu'il y a effectivement un enjeu à la fois de solidarité, vous l'avez dit, 10% de son approvisionnement que l'Union européenne pourrait aspirer à satisfaire avec les différentes réformes législatives qu'il y a eu récemment sur notamment les métaux critiques. Ça montre clairement que le gap ou le solde devrait être compensé par d'autres sources d'approvisionnement, y compris le continent africain. Moi, je note simplement que l'Europe et l'Afrique, par la géographie, mais on le dit souvent, et l'histoire, ont tellement à partager en commun que tout à l'heure, quelqu'un le disait sur le plateau, les infrastructures sont un élément important dans la maîtrise de à la fois l'origine, donc la production, mais aussi dans le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, dans toute la chaîne de valeur. Et là-dessus, l'Union européenne peut revendiquer sa part de légitimité dans la mise en place des infrastructures de bon nombre de pays africains. Donc il y a certainement un rôle à jouer à ce niveau-là aussi. On va y venir un petit peu plus tard. Je voudrais maintenant qu'on en vienne plutôt à notre deuxième partie, sur le fait qu'on l'a dit, la mine est un secteur qui par nature est polluant. L'Europe se donne aussi pour mission d'exploiter ses ressources de la façon la plus propre possible et la plus respectueuse des droits sociaux et des droits humains. Christophe Poinçot, exploiter des mines de façon propre, est-ce possible et comment ?
Alors, d'abord, je crois que c'est important de rappeler que toute activité, quelle qu'elle soit, a un impact environnemental. Mais la mine, d'autant plus. Mais la mine pourrait en avoir un vraiment énorme si on n'y fait pas attention. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, qui est un objectif européen porté vraiment fortement par l'Union européenne, c'est d'avoir des mines qui soient avec un impact environnemental le moins important possible. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'on développe des procédés, et ça existe déjà, c'est pas juste une vue théorique. Par exemple, pour recycler l'eau qui est utilisée dans les procédés, pour en réduire les consommations, pour recycler autant qu'on peut les produits chimiques et réduire aussi la consommation de produits chimiques, pour réutiliser les déchets et pas faire des tas énormes qui vont rester Ça, c'est possible. une fois. Alors, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses qui existent déjà dans certaines mines. Par contre, d'abord, ça demande de la recherche en amont, mais ça, je crois qu'en Europe, on dispose vraiment du savoir-faire pour ça. Mais il y a un point important, et ça va rejoindre l'économie, c'est que tout ça, vous venez le mettre en plus, on va dire, d'une activité minière classique, historique. Vous allez me dire Donc, que ça a un coût, ça a un évidemment. coût, ça a un surcoût, qui est le coût de la protection de l'environnement. Et donc, avec une question importante, sommes-nous prêts à payer ce surcoût collectivement pour faire en sorte que ces activités soient le plus propres possible? Mais vous n'en avez pas parlé, mais sans compter de mettre en place des filières de collecte, de tri, de retraitement. Pour la partie recyclage, tout à fait, qui est fondamentale, on est d'accord. Absolument. Est-ce que tous ces coûts empilés, est-ce que c'est rentable en fait? Est-ce que l'Europe peut être compétitive face notamment à une Chine qui ne s'embarrasse pas de ses considérations environnementales ou de droits humains? Mais je ne suis pas certaine qu'on ait le choix, qu'on ait une alternative. C'est-à-dire qu'on en a besoin à la fois pour lutter contre le changement climatique. Ce serait paradoxal d'avoir des exploitations dans l'Union européenne qui abîment l'environnement lorsqu'on veut le protéger. Donc de toute façon, il y a une volonté commune pour aller vers des procédés qui ont une empreinte carbone, mais pas simplement empreinte carbone, qui sont moins polluants même pour la biodiversité et les riverains. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que les Européens cherchent à développer même dans les pays tiers. C'est-à-dire que là où on crée des partenariats avec des entreprises qui utilisent elles-mêmes des procédés qui sont plus verts. Mais est-ce que c'est faisable? Encore une fois, de toute façon, c'est justement quelque chose qu'il faut aujourd'hui intégrer encore plus dans le débat public parce qu'on en a besoin et qu'il faut mobiliser toutes les ressources. Et c'est pour ça aussi qu'on a davantage besoin de l'investissement privé et qu'il y a maintenant cet objectif de créer une union des capitaux. Ça veut dire aller permettre aux individus d'investir dans des projets justement d'investissement dans l'industrie avec cet objectif de transition verte et de sécurité économique qui est nécessaire pour tout le monde. Christophe Poinceau, l'Europe cherche aussi à développer des standards environnementaux et sociaux et les exporter. D'ailleurs, je crois que vous êtes sollicité pour faire ce travail. Tout à fait, c'est-à-dire que ça rebondit sur la discussion qu'on avait juste avant. Il ne suffit pas de vouloir être vertueux et de vouloir avoir les ressources les plus propres possibles. Si on n'impose pas ces contraintes-là aussi sur les produits qu'on importe, on sent bien qu'effectivement, on va avoir une sorte de dumping qui fait qu'on n'arrivera pas... c'est toujours les produits fabriqués, j'allais dire, sans respecter l'environnement ailleurs qui seront les moins chers. Donc aujourd'hui, l'Europe, dans sa réflexion, prévoit de mettre en place aux frontières, je veux dire, les mêmes contraintes que ce qu'elle va s'imposer en interne, et en particulier dans le cas des batteries, puisqu'on parle de la mobilité électrique, c'est ce qu'on appelle le fameux passeport batterie, qui va imposer aux importations les mêmes contraintes que ce qu'on a en interne. Et on reparlait de la Chine à l'instant, je suis intimement persuadé que la Chine sera la première, quelque part, à vouloir s'inscrire dans ces exigences, parce qu'elle a besoin du marché européen. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se fait en termes de recherche pour avoir des procédés propres, on en est très loin. La Chine est aujourd'hui un des pays qui investit le plus là-dessus. Sauf qu'elle ne le met pas en œuvre d'un point de vue industriel, parce que ce n'est pas nécessaire. Donc elle fait le juste nécessaire pour pouvoir rentrer sur le marché européen. Si demain il faut faire plus, j'ai l'intime conviction qu'elle le fera, de manière à pouvoir continuer à accéder au marché européen. Donc je crois que c'est un effet vertueux qui peut entraîner quand même une partie du monde vers une activité minière qui soit plus respectueuse de l'environnement. Et je sais que nos collègues africains avec lesquels on a l'occasion de travailler sont très moteurs et nous accompagnent dans cette démarche parce qu'ils ont aussi besoin de ces ambitions environnementales sur leurs propres activités dans leur territoire. Jean-Claude Diplot, est-ce que vous confirmez que l'Union, ou que l'Afrique attend justement de l'Union européenne qu'elle transfère ses bonnes pratiques en matière de normes environnementales et sociales? Le continent, ou du moins pour la partie du continent que je connais un peu, essaie aussi de se mettre à jour et même prend quelquefois de l'avance sur ces sujets-là. Dans le cas de la Côte d'Ivoire en particulier, ce que nous avons essayé de faire en établissant le Code minier de 2014, qui est un peu le fer de lance de cette industrie naissante dans ce pays,
a pris les meilleurs standards environnementaux possibles pour justement être à l'avant-garde du jeu. C'est quoi ces meilleurs standards possibles? Ils viennent d'où? Alors, c'est une combinaison de plusieurs standards observés à gauche, à droite dans les pays qui ont des traditions minières. Et en la matière, la SFI, la Société financière internationale, en a élaboré quelques-uns, qui deviennent des références pour la plupart des pays exploitant les secteurs miniers. Donc, nous nous inspirons de ces standards-là. Nous regardons les meilleures pratiques dans différents domaines. Vous prenez par exemple le code de gestion du cyanure. C'est un code extrêmement contraignant, quelquefois coûteux, mais la plupart des mines industrielles qui sont installées en Côte d'Ivoire, parce qu'elles souscrivent par exemple au Code international du cyanure, se font l'obligation d'implémenter ces contraintes-là dans leurs opérations ici en Côte d'Ivoire, pour citer cet exemple-là. Alors, pour en venir à la Côte d'Ivoire, on sait que le pays possède de l'or, du diamant, du fer, du nickel, du manganèse, un potentiel minier qui jusque-là est encore assez inexploité. Jean-Claude Diplot. C'est un fait. Vous avez tout à fait raison. Le pays commence à peine. Donc, je parlais de phase infantile. Je veux dire, on est vraiment dans l'enfance de l'industrialisation minière dans le pays. Le potentiel, on le découvre à peine. Et je suis heureux qu'on ait quelqu'un de la BRGM sur le plateau. C'est une institution qui a contribué à mettre en évidence l'essentiel des indices miniers qu'on trouve dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, y compris la Côte d'Ivoire. Mais la marge est encore énorme. C'est un pays où aujourd'hui, quand on regarde froidement, c'est à peine 7 à 12% du territoire national qui a été exploré, de façon systématique, industrielle, minière. Donc la marge de progression, là encore, est assez grande. On sait aujourd'hui plus ou moins quantifier le potentiel aurifère. On sait plus ou moins le potentiel de manganèse dans le pays. Pour le reste, le champ est ouvert. On a des indices de nickel, il y a les projets qui commencent. On a des indices sur quelques métaux dits critiques ou stratégiques, le coltan, le lithium, mais le champ d'exploration est encore ouvert. Aroni Chaudhuri, en Afrique, pour élargir le spectre, la course aux minerais stratégiques bat son plein, notamment sur la ceinture de cuivre qui s'étale de la Zambie à la République démocratique du Congo. Quelles sont les forces en présence? Alors, il y a énormément de forces en présence en réalité. C'est-à-dire que déjà dans les pays en tant que tels, la Chine et la RDC ont une relation très très proche en ce qui concerne par exemple l'exploitation du cobalt. 97% du cobalt qui est extrait en RDC va vers la Chine, et d'ailleurs va vers la Chine à des prix qui sont plus bas que les prix du marché, parce qu'il y a des contrats qui ont été conclus entre les deux pays. Pareil pour la Zambie avec une très forte présence chinoise. En revanche, tout à l'heure, et c'est assez intéressant, on parlait du corridor de Lobito. Je pense que c'est vraiment un phénomène intéressant, parce que le corridor de Lobito, c'est principalement des entreprises américaines qui sont en train d'envoyer des financements en Angola pour créer un corridor qui soit une route de transport alternative à la route normale, entre guillemets, du Copper Belt qui va vers l'Afrique du Sud. Et ça montre en fait le développement de nouveaux réseaux de transport et d'infrastructures pour acheminer le cuivre vers d'autres côtés, par exemple du côté atlantique. Et on peut s'attendre aussi par exemple à ce qu'il y ait des corridors qui se créent sur le côté de l'océan Indien, donc dans des ports comme Dar es Salaam ou Beira. Donc ça montre qu'il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Il y a par exemple les acteurs émiratis qui ont le contrôle de certains ports, Djibouti, Dar es Salaam. Donc vraiment c'est... tous les acteurs mondiaux qui sont engagés dans la transition énergétique sont dans cette région et sont de plus dans la majorité de l'Afrique. Et on peut imaginer qu'en période de tension géopolitique, on l'a vu avec le canal de Suez récemment, multiplier les portes de sortie en Afrique, c'est une bonne chose pour pouvoir acheminer ces minerais? C'est une bonne chose pour pouvoir les acheminer, mais c'est aussi, et il faut le voir dans le spectre en fait, des pays africains eux-mêmes. L'intérêt aussi, il est pour les pays africains déjà de recevoir des financements pour développer des infrastructures qui sont connectées à leurs richesses minières. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux d'ouvrir des nouveaux partenariats commerciaux, tout simplement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que la Chine est très fortement implantée. Il existe énormément de partenariats commerciaux entre la Chine et plusieurs pays africains. Mais c'est aussi l'occasion pour les pays africains d'avoir maintenant des nouveaux partenariats avec les pays du Golfe, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Donc c'est aussi une opportunité pour eux de diversifier
pour le coup, leurs partenaires commerciaux. Jean-Claude Diplot, justement, on en parle beaucoup, de la Chine qui a établi une forte présence en Afrique centrale et australe, en contrôlant des parts importantes de la production du cuivre et du cobalt. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Et cette présence chinoise est-elle bienvenue ou mal vue? Mais si je peux, juste rapidement sur le commentaire précédent, je pense que c'est un sujet extrêmement important parce que ça pose toute la question de, à la fois la place de l'Afrique dans cette redéfinition des intérêts stratégiques des minéraux critiques et stratégiques, mais aussi de sa capacité à elle-même à définir aussi le contrôle de son agenda. Alors, vous avez une situation où les États-Unis, par exemple, en raison de leurs intérêts, on sait que d'une année sur l'autre, le Congrès américain se fait livrer des études d'appréciation de la disponibilité en quantité, en accessibilité, la localisation des minéraux stratégiques en fonction de leur économie à travers le monde entier. L'Union européenne a mis à jour sa liste de minéraux critiques en mai 2000, qui est devenue contraignante pour les États en mai 2024 cette année. Je pense que c'est important aussi que les Africains, à un moment donné, définissent ce qui est critique ou stratégique pour eux. Ça peut être du point de vue de l'opportunité commerciale que révèle la criticité déterminée par les pays européens ou américains. Et ça rend donc la discussion un peu plus équitable. Et la définition des moyens pour mettre en œuvre ces minéraux-là un peu plus équitable encore une fois. Donc, pour que la production minière en Afrique ne soit pas exclusivement orientée vers le service des besoins extérieurs. Sinon, on est dans une logique où l'Afrique reste simplement fournisseur de métaux et de minéraux stratégiques pour d'autres pays sans nécessairement en profiter. Donc, il y a cette discussion-là de plus c'est équitable, plus c'est durable. Une fois que j'ai dit ceci, je reviens à votre point sur la Chine. Je ne voulais pas faire d'escale particulièrement sur un acteur ou un autre. Je pense qu'il y a un environnement, les marchés restent ouverts et le jeu de la concurrence doit jouer pleinement. Il y a un élément important pour les pays africains aujourd'hui sur lequel on pourrait se concentrer, je dis, les différents partenariats. C'est par exemple la question de la sécurité. On a parlé des infrastructures, c'est un point. La sécurité physique est un autre sujet important. Et il me semble qu'ici, l'Union européenne a joué un rôle important précédemment et pourrait continuer de le jouer. Vous avez bien noté avec moi qu'à défaut de sécurité dans des endroits comme le Sahel, toute la bande du Sahel, on a noté le recul des investissements en exploration. Or, sans exploration, on ne sait pas aboutir à des mines en production. Donc, voilà un peu le genre de schéma de partenariat qui pourrait s'envisager. Je vous voyais réagir, Christophe Poinceau. Oui, je voulais rebondir sur le terme qu'utilisait notre collègue, parce qu'il me paraît vraiment très représentatif de ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire avoir un échange qui soit équitable. Donc aujourd'hui, l'idée des partenariats qu'on est en train de nouer, et je vais prendre l'exemple de la République démocratique du Congo, où le chef d'État s'est rendu il y a maintenant un peu plus d'un an, et il y a des accords qui ont été signés, c'est vraiment d'aider, d'accompagner le pays finalement dans une meilleure connaissance de ses ressources, dans la formation aussi de ses cadres, pour être capable d'ensuite, d'une part, que lui-même négocie des accords qui soient plus équilibrés avec les partenaires industriels, quelle que soit leur nationalité. Et puis aussi, c'est de pouvoir participer, co-investir quelque part dans des projets qui sont, je dirais, exemplaires d'un point de vue environnemental et sociétal, et qui en fait tirent le développement des régions, parce que si vous avez une mine, vous avez besoin d'énergie, donc vous allez contribuer au développement d'infrastructures énergétiques. On a parlé du corridor de l'Obito, on a besoin d'infrastructures de transport, on a besoin de salariés dans les mines de demain qui ne sont pas juste des manœuvres, mais qui savent, qui ont un niveau d'études et de formation suffisant, parce qu'on va vers des mines qui sont beaucoup plus high-tech. Donc voilà, donc en fait, au travers de projets qu'on essaie de co-construire, on tire en fait le développement de régions, et je pense que ça s'inscrit parfaitement dans ce que voulait mentionner monsieur. Et quand on parle de la question sécuritaire ou de conflit, la République démocratique du Congo est précisément touchée, elle, depuis des années et des années, par un conflit avec des groupes rebelles qui luttent pour la mainmise, justement, de ces ressources minérales. Sur la partie orientale, frontière avec le Rwanda, oui, tout à fait. Oui, absolument. On est tout à fait d'accord. Elvire Fabry, je vous vois réagir, mais comment d'abord l'Europe se positionne-t-elle dans les transports, dans la logistique en Afrique ?
Si vous permettez, j'allais juste rebondir sur un point, c'est qu'au niveau européen, on retrouve cette recherche de partenariat avec des pays tiers, et notamment, j'élargis même au-delà de l'Afrique, avec des pays qui ont aussi envie, pas simplement d'extraire, mais de raffiner. Et là, il peut y avoir une contribution supplémentaire de l'Union européenne dans la recherche de mise en place d'infrastructures de raffinage, encore une fois, qui ont des standards environnementaux plus élevés. Et c'est cette logique de partenariat vers laquelle se tourne tout le projet du programme Global Gateway, qui est l'espèce de projet alternatif à la route de la soie développé par la Chine ces dernières années. Jean-Claude Diplot, est-ce que vous en profitez de ce programme européen? Qu'attendez-vous de l'Europe? Écoutez, encore une fois, ce sont des marchés ouverts. Les partenariats sont toujours les bienvenus. Il y a nécessairement, alors avec l'Union européenne, pour être précis sur votre question, on a des collaborations qui existent sur, par exemple, le devoir de diligence. Il y a quelques années, on a travaillé avec les différentes commissions de l'Union européenne à les mettre en œuvre, qui permettent de mettre de la transparence sur l'ensemble de la chaîne des valeurs de la production de certains métaux précieux, par exemple. Il y a la question sur la question de la formation. On est tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent. On ne sait pas développer des mines, et dans le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un appel massif important pour de la ressource humaine de qualité pour porter le développement qu'on est en train de vivre, qui est un développement relativement prodigieux. Ça prend de la massification de l'éducation, de la formation des techniciens miniers pour le faire. Mais un autre point important a été souligné, qui est la connaissance de la géologie. Aujourd'hui, le sujet pour toute l'Afrique de l'Ouest, quelques pays ont un peu d'avance là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Le Ghana, le Burkina Faso dans une certaine mesure, ont une connaissance relative de leur sous-sol grâce à quelques programmes qui ont été mis en œuvre avec l'appui de partenaires européens ou de la Banque mondiale ou d'autres. On se rend compte que ça devient extrêmement important d'affiner la connaissance de la géologie pour mieux programmer en face le développement de ce secteur-là. Et Jean-Claude Diplot, comme en France, est-ce que les projets miniers font-ils l'objet de contestations des populations locales? Et comment sont-elles associées à ces projets? L'option qu'on a prise dans le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'on arrive dans l'industrie un peu les derniers de classe ou les jeunes qui arrivent dans la cour de l'éducation, ça a été d'observer les autres. Les pays, c'est un modèle classique de benchmarker, d'observer les meilleures pratiques. Donc, on a une petite décennie en fait d'industrialisation. Ça nous a permis d'apprendre des erreurs des autres et donc de construire en Côte d'Ivoire une plateforme de dialogue des parties prenantes qui a l'avantage de garantir l'association de tous les bénéficiaires ou de parties qui peuvent légitimement prétendre bénéficier de l'activité extractive ou minière en particulier en Côte d'Ivoire, de ces ressources, de ces avantages qui en sont. Si bien que sur la petite décennie d'extraction industrielle qu'on a eue, la connaissance ou l'appropriation du secteur par les communautés s'est faite en même temps que l'industrie croît. Donc, ils sont intimement associés à la façon dont ça se développe et ça a permis de réduire les dissensions que vous pouvez noter. On note aussi une forte éducation, une forte prise de conscience, je veux dire comme ça, de la société civile de ce secteur-là. On voit de plus en plus d'interpellations des pouvoirs publics sur les impacts que peuvent générer le secteur minier. On a l'avantage d'avoir un secteur minier industriel relativement consciencieux parce que c'est plutôt la somme de grandes entreprises qui sont assujetties elles-mêmes à des contraintes environnementales importantes dans d'autres environnements. Il y a toutefois des défis annexes ou connexes qui sont reliés par exemple à la problématique de l'orpaillage qu'il va falloir ensemble encadrer. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel on est. Aujourd'hui, pour le compte de la Chambre des mines pour lequel j'interviens sur ce plateau, on est plutôt engagé dans une logique de co-construction avec les parties communautaires. Merci beaucoup. Aroni Chaudhuri, peut-être, on vient d'entendre les bonnes pratiques que met en place, le temps de mettre en place la Chambre de Côte d'Ivoire. Quels sont peut-être les principaux freins au développement d'une industrie minière qui profite à tous et pas seulement à quelques-uns ?
Le principal frein, parfois on parle de malédiction des ressources naturelles. Absolument. C'est un terme que j'aime pas du tout. Je pense plutôt que c'est la malédiction d'une gouvernance inadaptée. Donc le principal frein, ce serait ça. C'est-à-dire que quand un pays est riche en ressources naturelles, finalement, c'est les revenus qui sont tirés de cette ressource et la manière dont ils sont réinvestis dans l'économie, à la fois dans les industries et à la fois, encore plus important, dans les populations, qui vont définir si en fait ces ressources naturelles sont un moteur de développement durable. Donc en fait, le point d'ancrage, finalement, c'est la gouvernance, que ce soit par rapport au développement du secteur minier, par rapport aux bonnes pratiques environnementales et sociétales, mais simplement aussi juste par rapport à la croissance économique dans son ensemble, puisque le but quand même, c'est que ces minerais critiques dont tout le monde a besoin et que l'Afrique possède, ces 30% des réserves mondiales de minerais critiques qui sont en Afrique, puissent devenir un moteur de développement qui soit durable pour le continent et qui puisse bénéficier à ses populations. Et ça, malheureusement, c'est pas encore le cas dans une grande partie des pays. La RDC, on en parlait, c'est l'exemple le plus frappant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.